Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2 après le 4e tour de la Coupe de France. Le championnat de N2 est donc de retour ce week-end avec la 6e journée. On va bien évidemment débriefer tout ça avec les traditionnels top but et top arrêt. On aura également une interview avec Mickaël Villatte, l'entraîneur de Romorantin, et également toutes les images fortes, classements et résultats de cette 6e journée. Mais on commence comme d'habitude avec le traditionnel top but. Comme d'habitude, donc de beaux buts pour commencer cette émission, mais on va se tourner désormais vers notre invité. C'est Mickaël Villatte, donc l'entraîneur de Romorantin. Bonjour Mickaël. Bonjour Florian. Alors Mickaël, on va revenir sur ce match nul du côté de Saumur, 2 buts partout, avec, on va rappeler le scénario, votre équipe qui était menée 2-0, avant donc de revenir au score à 2 buts partout, chez une équipe qui joue le haut de tableau. Alors c'est quoi véritablement le sentiment qui domine en ce début de semaine après ce match nul du côté de Saumur? Sur ce début de semaine, content de l'issue parce que être mené 2-0, être en capacité de revenir à 2-2 dans les 5 dernières minutes, c'est quelque chose de très bien. C'est-à-dire que mentalement, c'est une équipe qui ne lâche pas. Voilà. Après, j'avais appuyé toute la semaine auprès des garçons, comme quoi Saumur était une équipe qui entamait très bien plutôt ses rencontres. Mais par contre, sur les fins de match, avait un peu plus de mal et concédait plus de buts sur la deuxième mi-temps. Donc c'était aussi en ayant appuyé là-dessus toute la semaine, ça permettait de préparer mentalement les garçons que voilà, en fin de match, on pouvait peut-être soit faire la différence, ce que j'espérais moi avant ce match, ou revenir au score comme ça a été le cas samedi soir. Alors Mickaël, vous rappeliez que Saumur démarrait plutôt bien ses matchs, mais Romorantin c'est plutôt l'inverse. Romorantin termine plutôt bien ses matchs. Ça avait été le cas du côté de Bourges où vous aviez connu lors de la 3e journée le même scénario, mené 2-0 avant de revenir à 2 buts partout. Et puis on peut rappeler également la 4e journée à Bergerac, mené 1-0 puis revenu à 1 but partout. Alors quelle lecture il faut véritablement donner à ce genre de scénario qui se répète du côté de Romorantin depuis le début de saison? Alors, disons que déjà nous offensivement, on a construit notre équipe un peu sur le tard avec notre repêchage mi-juillet. Donc il a fallu mettre en place voilà un peu tout le système offensif parce que ça a tout changé. Et puis en plus on a changé de système entre les 2 premières journées et puis et depuis. Donc il y a des choses à mettre en place sur tout le schéma offensif. Voilà, donc après on a cette capacité à créer des différences individuelles par le biais d'Entamac, de Touré notamment, nos 2 joueurs offensifs, nos 2 ailiers. Et puis voilà, petit à petit on arrive à se créer des situations et à devenir efficace devant le but. Donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, on est une équipe qui ne lâche pas. On sait que la saison va être longue. Et que à tout moment, voilà, tout se peut jouer et que malheureusement, même si on fait des débuts de match qui nous mettent à défaut parce qu'on court après le score, on sait que on a cette capacité en fin de match à créer des différences, soit de manière individuelle ou de manière collective, comme ça a été le cas samedi. Bon, malgré tout, on a quand même l'impression que cette équipe de Romorantin monte en puissance. Il y avait eu une victoire 1-0, la première de la saison il y a 2 semaines face à Trélissac. Il y a eu la qualification en Coupe de France face à Tours, 1-0, puis ce match nul qui, on le rappelle, chez une équipe qui joue le haut de tableau. Alors, est-ce que, Mickaël, vous sentez véritablement votre équipe monter en puissance? Oui, on est en progrès là-dessus, c'est sûr. En plus, on est sur 6 journées, on a fait 4 matchs à l'extérieur, donc c'est quand même pas évident. C'est vrai qu'on a démarré par 2 défaites, donc voilà, c'était difficile. Mais depuis, on a trouvé un certain équilibre. On a eu aussi un brin de réussite à un moment donné, faut pas se le cacher non plus. Mais on arrive à trouver un certain équilibre maintenant dans ce nouveau schéma. Et puis une certaine maîtrise qu'on a eue notamment face à Saumur en première mi-temps. Même si malheureusement ce n'est pas ponctué par des grosses situations offensives, on a une maîtrise dans le jeu. Voilà, ce qu'on peut juste
Ce qu'on peut juste voilà, mettre le petit bémol, c'est que on n'arrive pas à se créer encore les situations malgré notre maîtrise. Donc voilà, c'est notre cheval de bataille, notre travail en ce moment. C'est dans notre capacité dans les 30 derniers mètres adverses à vraiment faire des différences, à se créer des situations offensives qui nous permettraient de marquer, quoi. Alors vous le rappeliez dans votre réponse tout à l'heure, mais il y a eu, c'est vrai, un été agité du côté de Romorantin qui était relégué sportivement avant d'être repêché administrativement. Alors est-ce que finalement ce début de saison il est plutôt logique au vu des événements de cet été, Michael? Forcément, on savait pas trop où est-ce qu'on allait être, à quelle sauce on allait être mangé en gros. Voilà, donc il a fallu adapter un mercato un peu tardif pour trouver les bons joueurs qui correspondaient au profil qui nous intéressait en termes de qualité footballistique, mais aussi en termes de qualité humaine. Et je pense que là-dessus on s'est pas trop trompé. Et voilà, on sent que justement le groupe vit bien l'entraînement toute la semaine. Et puis le groupe ne lâche pas parce que voilà, on sait que c'est une saison qui va être longue, qui va être dure, et qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui malheureusement à la fin seront dans le mauvais wagon. Donc on va tout faire pour ne pas être dedans. Allez, on va toucher un petit mot sur la Coupe de France. Romorantin qui sera en piste ce week-end avec le 5e tour face à Saint-Jean-le-Blanc, équipe de National 3. Alors comment est appréhendée cette Coupe de France à Romorantin? Est-ce que c'est du bonus ou est-ce que c'est un véritable objectif d'aller le plus loin possible? C'est avant tout un bonus. C'est vrai qu'on est vraiment focalisé sur notre marathon de championnat national 2. Voilà, donc on a eu un premier tour avec ce tirage à tour qui n'était pas évident, mais qu'on a su bien gérer. Voilà, et là on a la chance de recevoir. Voilà, même si c'est une nouvelle équipe de N3, on a la chance de recevoir. Donc l'objectif, ça va être de passer ce tour parce que ça va nous permettre d'avoir plus de confiance encore et de travailler en conditions réelles justement nos schémas offensifs. Voilà, on a un tour contre Saint-Jean-de-Blanc, équipe de National 3 qui s'est maintenue grâce à nous parce qu'on a été maintenu par la DNCG. Donc il y a une petite histoire drôle entre les deux clubs. Voilà, donc on va se préparer pour passer ce 5e tour et puis se donner la chance d'affronter une équipe au 6e tour entre Vierzon et Déol. Alors je vais terminer par une dernière question, Michael, et je vais la poser à un coach. Je veux une réponse de coach, Michael, plus précisément. La semaine prochaine, ce sera soit Chamalières en championnat, soit le 6e tour de la Coupe de France en cas de qualification ce week-end. Alors justement, comment on appréhende le fait qu'on ne connaisse pas véritablement son calendrier dans une semaine et demie? Dans ce calendrier, on peut effectivement avoir une journée qui saute, voilà, si on a la chance de se qualifier, et qu'en plus, ça aurait dû être notre 3e match à domicile, et que en gros, on peut ne pas jouer, donc c'est-à-dire qu'on peut se mettre à défaut en termes comptables au classement, parce que si on ne joue pas contre Chamalières, ce sera bien, parce que ça voudra dire qu'on a passé ce tour, mais on peut se retrouver en difficulté au classement. Voilà. Mais et en même temps, c'est-à-dire que derrière, on va affronter Gol FC chez eux et on sera dans l'obligation d'aller chercher quelque chose parce que si on veut rétablir l'équilibre en termes de points, c'est pas évident. C'est là où je trouve dommageable voilà, que ce 6e tour soit couplé avec une journée de championnat, quoi. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises du côté de Romorantin, si je comprends bien. C'est ça. Et puis bon, après, voilà, on va quand même faire en sorte d'être au 6e tour parce que voilà, moi je pense qu'on a une équipe pour battre Saint-Jean-Blanc. Et puis je préférerais ne pas être sorti par une équipe d'un niveau en dessous. Voilà, quitte à sortir, autant sortir au moins par une équipe du même niveau que nous. Mais et puis c'est toujours bien pour la confiance de gagner. Donc l'objectif va être de battre Saint-Jean-de-Blanc, même si derrière on sait qu'effectivement ça peut nous mettre à défaut sur notre championnat. Eh bien, réponse ce week-end donc avec une qualification ou non de Romorantin pour le 6e tour de la Coupe de France le week-end prochain. En attendant, merci Michael d'avoir été parmi nous pour cette émission. Rien, merci à toi Florian, merci à vous pour la mise en lumière de notre championnat national 2 au quotidien, pour votre travail. Merci beaucoup. Merci encore Michael et on rappellera que le SO Romorantin et Michael Villatte sont à l'honneur dans le 11 mondial numéro 354 du mois d'octobre avec un gros focus donc sur le club de Michael Villatte. Encore merci Michael. Nous on va passer à notre top arrêt de la 6e journée.
après les attaquants. Donc ce sont les gardiens qui se sont mis à l'honneur, vous l'avez vu dans ce top arrêt. Nous, on va passer maintenant à notre tableau d'affichage pour tout savoir de la 16e journée de N2. Résultats, classement, images fortes, c'est tout ce qu'il faut savoir donc groupe par groupe sur cette 6e journée de N2. C'est le tableau d'affichage et on va bien évidemment commencer par le groupe A avec le mano à mano entre Poissy et Rouen qui continue donc avec la réponse, surtout on va se pencher sur ça, la réponse de Rouen à Poissy qui l'avait emporté quelques minutes plus tôt contre la réserve de Guingamp. Et bien Rouen n'a pas tardé à répondre donc face au Malouin avec un Abdeljalil Saloun de feu qui a inscrit 3 buts. Vous allez les voir et vous les voyez donc à l'écran avec l'ouverture du score dès la 22e minute de jeu. Le deuxième but qui est venu de Sanson à la 41e minute de jeu, donc 2-0 à la mi-temps pour les joueurs de Rouen qui ont continué leur festival avec le deuxième but donc de Saloun à l'heure de jeu. Et le triplé donc dans la foulée, le triplé de Saloun qu'on avait reçu il y a quelques mois de cela déjà dans Replay N2 et c'est Sébastien Persico, le joueur de Saint-Malo, qui vient réduire le score pour les visiteurs. Donc victoire 4-1 de Rouen, victoire impressionnante, victoire qui répond, on l'a dit, à Poissy qui s'est imposé 1-0 quelques minutes plus tôt donc contre Guingamp. On regarde les autres résultats avec la victoire impressionnante aussi du Racing 5-0 contre Évreux, la belle victoire de Chambly du côté de Chartres 3-0 ou encore la première victoire de la saison de Caen du côté de Blois. Au classement, ce que ça donne, eh bien Poissy et Rouen, on l'a dit, se partagent la tête avec 15 points. Le Racing qui suit le rythme avec 14 points, une unité de moins que le duo. Et en bas, donc, c'est Rennes qui se trouve toujours en difficulté, 3 petits points seulement au compteur. Blois, Vannes, Saint-Privé qui complètent la zone rouge. On part maintenant du côté du groupe B. Il y avait un choc des réserves entre le Stade de Reims et le FC Metz. Le FC Metz qui a réussi une grosse saison. On rappelle que le club lorrain s'était difficilement maintenu donc la saison dernière. Et bien cette victoire du côté de Reims vient conforter encore un peu plus le club lorrain en tête du groupe. On regarde les images donc avec l'ouverture du score, vous l'avez vu, du FC Metz avec cet attaquant bien placé à la retombée d'un centre dès la 7e minute de jeu, mais dans la foulée, l'égalisation de Guitane pour les Rémois en solo. C'est parti très vite du côté de Reims. Et le deuxième but, il est arrivé à la 30e pour les Messins avec un but consécutif, un gros pressing. Et enfin le but du break à 20 minutes du terme, une lourde frappe qui vient permettre à Metz de s'imposer en Champagne-Ardenne, 3-1. On verra les conséquences au classement dans quelques instants, mais on regarde déjà les autres résultats de ce groupe B, avec la victoire de Créteil face aux Lusitanos, 1-0 dans ce derby du Val-de-Marne. Boulogne et Bobigny qui avaient bien démarré également la journée donc dès vendredi soir avec un match nul animé 2 buts partout. 2 buts partout, c'est également le résultat entre Fleury et Colmar. Et on notera la première victoire du Racing Besançon, 3-2 donc contre Sainte-Geneviève. Au classement, la victoire de Metz à Reims a eu des conséquences puisque Metz est désormais leader avec 13 points au compteur devant Fleury et Créteil qui complètent le podium. Bobigny, Belfort et Furiani sont à égalité juste derrière. Et en bas, donc Boulogne et Besançon ferment le bal avec 5 unités. Sainte-Geneviève et Saint-Quentin complètent la zone rouge. On part maintenant du côté du groupe C. On va s'intéresser à l'une des équipes majeures de ce début de saison. C'est l'équipe de Valentin Guichard, l'équipe de Jura Sud qui s'est imposée cette fois-ci du côté de Toulon. Une victoire qui vient conforter la place de leader des joueurs de Jura Sud. Et tout s'est joué en première mi-temps avec ce penalty inscrit par Moura à la 24e minute. Le contre-pied parfait qui donne un court mais précieux succès à Jura Sud. Les autres résultats, il y avait également un autre choc des réserves. On parlait de Reims contre Metz tout à l'heure, mais il y avait également dans le groupe C ce choc entre l'Olympique lyonnais et la JOCR. Une victoire des Lyonnais qui sont parvenus à inverser la tendance face aux Auxerrois. On notera également la victoire de Canet face à Lyon-la-Duchère ou la très belle victoire de Fréjus 3-0 contre 7. Au classement, Jura Sud donc seul en tête, Canet qui prend la 2e place, Grasse qui grimpe sur le podium après son succès à Alès 1-0. Marignane, Auxerre et Lyon-la-Duchère ne sont pas loin. Mais de l'autre côté du classement, donc 7 qui est toujours en grande difficulté et bon dernier, Thonon n'y arrive pas non plus et Aubagne et Saint-Priest complètent la zone rouge. Et on termine comme d'habitude donc par le groupe D. Il y avait un choc entre deux équipes ambitieuses de cette poule, entre le Gol FC et Andrézieux. Et bien pas de vainqueur
dans ce choc du haut de tableau avec l'ouverture du score pourtant pour les locaux de Goncalves à la demi-heure de jeu. Ça fait 1-0 pour le Gol FC, rattrapé finalement à l'heure de jeu par un but de Cassa pour Andrézieux. Ça fait donc 1 partout pour ce choc. On regarde les autres résultats avec les Herbiers qui l'a emporté dès vendredi soir face à Angoulême, 1-0, et Bergerac et Trissac pour le derby de la Dordogne, 0-0 entre les deux formations. On notera la victoire de Nantes, 3-1 à Vierzon, la première de Moulins-Iser contre Lorient, 1-0, et la défaite du SCO face au promu, le Stade Bordelais. Au classement, le Gol FC, Saumur et Angers qui partagent la tête du groupe avec 12 unités au compteur. C'est très serré dans cette poule D. Andrézieux, d'ailleurs, qui est juste derrière avec 1 point de moins. Et en bas, donc Moulins qui décolle enfin. C'est compliqué en revanche pour Bourges, Chamalières et Romorantin, donc qui sont également dans la zone rouge. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette 6e journée de National 2. Place désormais non pas à la 7e journée, mais ce sera, je l'ai dit tout à l'heure, le 5e tour de la Coupe de France avec pas mal de clubs de N2 encore en lice. Ça n'empêche pas que vous allez retrouver donc dès vendredi Live N2 et Denis Balbir donc pour se projeter sur les futurs événements du National 2. Nous on se retrouvera également la semaine prochaine pour parler encore National 2 bien évidemment. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée et surtout à bientôt. Salut.